Avez-vous déjà réfléchi à ce qui se passe vraiment à l'intérieur des prisons? Comment les systèmes pénitentiaires, souvent considérés comme brutaux et inhumains, façonnent la vie de milliers de personnes à travers le monde? Dans cette vidéo, nous allons explorer l'histoire et l'évolution des prisons, en révélant les défis auxquels les prisonniers sont confrontés quotidiennement et les changements nécessaires pour transformer le système pénal. Saviez-vous qu'au fil des siècles, les prisons ont été conçues non seulement pour punir, mais aussi pour réformer? Cependant, la réalité est bien différente. Qu'est-ce qui a motivé cette divergence? Pourquoi de nombreux pays continuent-ils d'appliquer des pratiques punitives qui ignorent la dignité humaine? Tout au long de cette vidéo, nous allons analyser comment les idées révolutionnaires sur la justice et les droits humains ont remis en question les normes établies et poussé à un système plus juste et humain. Préparez-vous à un voyage profond à l'intérieur du système carcéral, où nous révélerons des histoires marquantes et des solutions innovantes qui émergent au cœur de la crise. Êtes-vous prêt à remettre en question ce que nous savons vraiment de l'incarcération et de sa relation avec la société? À la fin, nous espérons que vous vous joindrez à nous pour réfléchir à la manière dont nous pouvons construire un avenir où la réhabilitation et la dignité humaine sont des priorités. Ne manquez pas ça. Si vous aimez l'histoire, abonnez-vous à la chaîne. Mais avant, dites-nous dans les commentaires de quel endroit du monde vous regardez cette vidéo. La vie dans les prisons médiévales était une expérience horrifiante et inhumaine, reflétant les valeurs et les croyances d'une société qui privilégiait la punition plutôt que la réhabilitation. Le concept de prison comme lieu de détention temporaire en vue d'un jugement et de réinsertion n'existait pas. Au lieu de cela, les prisons étaient des environnements de souffrance extrême, conçus pour maintenir les individus à l'écart de la société jusqu'à ce qu'un sort souvent cruel soit décidé. La brutalité du système carcéral du Moyen Âge révèle non seulement la nature de la justice de l'époque, mais aussi le mépris pour la dignité humaine. Les prisons médiévales étaient, pour la plupart, des structures sombres, situées dans des cachots froids et humides, souvent dans des châteaux ou des tours. L'isolement et l'absence de lumière naturelle contribuaient à une atmosphère oppressante qui affectait à la fois la santé mentale et physique des détenus. Les cellules étaient petites et souvent surpeuplées, avec des prisonniers entassés dans des espaces à peine suffisants pour se mouvoir. Dans de nombreux cas, la ventilation était quasiment inexistante, entraînant une accumulation insupportable d'odeurs d'excréments, de sueur et de saleté, créant un environnement propice à la propagation des maladies. Les contacts avec le monde extérieur étaient extrêmement limités, et l'espoir de liberté s'évanouissait souvent rapidement. De plus, l'infrastructure précaire des prisons conduisait à des conditions d'hygiène déplorables. En l'absence de tout assainissement, les prisonniers étaient contraints de vivre parmi leurs propres déchets, ce qui non seulement augmentait le risque de maladies contagieuses, mais contribuait également à leur dégradation psychologique. Les maladies étaient une préoccupation constante, et les épidémies de peste et d'autres infections étaient fréquentes. L'absence de soins médicaux signifiait que de nombreux prisonniers succombaient à des maladies qui auraient pu être traitées dans des circonstances normales. Les cellules devenaient des tombeaux vivants, où la douleur et le désespoir étaient des compagnons constants. La vie en prison n'était pas limitée à la souffrance physique. L'oppression psychologique des prisons était tout aussi dévastatrice. L'isolement, le silence et l'obscurité incessants créaient une atmosphère de désespoir et de peur. L'incertitude quant à l'avenir et l'absence de toute garantie de jugement équitable nourrissaient l'anxiété et la paranoïa. La torture psychologique devenait souvent aussi insupportable que la torture physique, menant beaucoup à un état de dépression profonde voire à la folie. Ainsi, les prisons médiévales étaient essentiellement des environnements conçus pour anéantir la dignité humaine. La nourriture dans les prisons du Moyen Âge était une question de survie. Les prisonniers recevaient souvent des portions minimales de nourriture, ce qui entraînait un régime extrêmement restreint et dénutrissant. La qualité des aliments était également douteuse, avec du pain moisi, des bouillies liquides et des restes de viande avariés étant monnaie courante. Pour ceux qui n'avaient pas de famille capable d'apporter de la nourriture ou des ressources pour acheter de meilleurs aliments, la faim était une réalité quotidienne. Souvent, les prisonniers passaient des jours sans manger, dépendant de la charité des geôliers ou d'une aide rare et occasionnelle. La rareté des aliments n'était pas seulement une question de misère, mais aussi un moyen de contrôle. Les geôliers pouvaient utiliser la nourriture comme une forme de pouvoir, décidant qui recevrait des portions supplémentaires ou si quelqu'un serait privé de tout aliment comme forme de punition. Cette manipulation alimentait un cycle de désespoir et de dépendance, où les prisonniers se retrouvaient à la merci de la bonne volonté des gardiens. Pour ceux qui tentaient de résister, la faim devenait une arme cruelle, et beaucoup finissaient par céder aux exigences des gardiens justes pour assurer leur survie. En outre, le manque d'hygiène dans la préparation des aliments ajoutait un risque supplémentaire.
Les prisonniers consommaient souvent de la nourriture contaminée, ce qui entraînait des épidémies de maladies. La mauvaise nutrition et les conditions insalubres entraînaient une santé fragile et une augmentation significative de la mortalité parmi les détenus. La nourriture, qui devait être une source de subsistance, devenait un poison, alimentant non seulement la faim, mais aussi les maladies et la souffrance. D'un autre côté, les prisonniers qui disposaient de ressources pour soudoyer les gardiens ou qui avaient des familles aisées pouvaient bénéficier d'un traitement relativement meilleur, avec un accès à des aliments plus sains. Cela créait un fossé encore plus grand entre les détenus, où la classe sociale et la richesse déterminaient non seulement la qualité de l'alimentation, mais aussi les chances de survie. Cette disparité sociale soulignait la brutalité du système carcéral, où le sort d'un prisonnier pouvait changer radicalement en fonction de sa position économique dans la société. Les geôliers jouaient un rôle crucial dans les prisons médiévales, exerçant un pouvoir absolu sur la vie des prisonniers. Leur position leur permettait d'abuser de leur autorité, utilisant souvent des méthodes brutales et cruelles pour maintenir l'ordre. La corruption était une pratique courante, de nombreux geôliers acceptant des pots de vin pour offrir un traitement préférentiel à certains détenus. Cela signifiait que la qualité de vie à l'intérieur des prisons dépendait largement de la capacité des prisonniers à payer ou à négocier leur liberté et leurs droits. Les relations entre geôliers et prisonniers étaient complexes et multiformes. Pour certains prisonniers, il existait la possibilité d'établir une relation de collaboration, où l'amitié ou la loyauté pouvaient entraîner des privilèges. Cependant, pour la majorité, la relation était marquée par la peur et la méfiance. La possibilité qu'un geôlier devienne une figure tyrannique, capable d'infliger de la douleur physique ou psychologique à tout moment, était une constante qui imprégnait la vie quotidienne des détenus. Cette dynamique créait un environnement où la survie dépendait souvent de la capacité à naviguer dans ces relations de pouvoir, résultant en un état d'incertitude permanent. De plus, la corruption ne se limitait pas aux geôliers. Le système pénitentiaire était intrinsèquement lié à un système judiciaire corrompu, où l'influence et l'argent pouvaient garantir la liberté ou un jugement favorable. Les prisonniers capables de payer des pots de vin pouvaient s'attendre à un traitement préférentiel, tandis que les plus pauvres étaient souvent négligés ou maltraités. Cela perpétuait un cycle d'injustice, où la classe sociale et le pouvoir économique déterminaient la qualité de l'expérience carcérale. L'impact de la corruption dans les prisons médiévales s'étendait au-delà des murs des cellules. La perception publique des prisons et du système judiciaire était souvent négative, alimentant une culture de méfiance et de peur envers l'autorité. Le sentiment que la justice n'était pas impartiale menait à une désillusion croissante envers les institutions sociales, exacerbant les tensions sociales et politiques qui pouvaient exploser en révolte et insurrection. Ainsi, les prisons n'étaient pas seulement des lieux de confinement, mais aussi des foyers de corruption et d'oppression, reflétant les failles d'un système où la justice et la moralité étaient souvent compromises. Les prisons médiévales étaient fréquemment des lieux de torture, où la douleur physique était utilisée comme un moyen de contrôle et de coercition. Torturer un prisonnier n'était pas seulement une pratique courante, mais souvent considérée comme une méthode légitime pour obtenir des aveux ou des informations. Les méthodes de torture étaient variées et créatives, impliquant des instruments horribles causant des souffrances extrêmes. Les victimes étaient souvent attachées et soumises à une série de tortures, telles que l'étirement sur le chevalet, l'écrasement ou les brûlures au fer rouge, plongeant beaucoup dans un état de désespoir et de désolation. La torture avait un double objectif, en plus d'extorquer des aveux, elle servait d'avertissement aux autres potentiels contrevenants. La brutalité des punitions publiques était une façon de dissuader les criminels, montrant que toute transgression entraînerait douleur et souffrance. Les exécutions publiques, où les prisonniers étaient emmenés sur la place centrale de la ville pour être mis à mort, devenaient des spectacles. La foule se rassemblait pour assister à ces scènes horribles, et la mort devenait une forme de divertissement macabre. Les gens n'éprouvaient souvent pas de compassion envers les victimes, car la vie humaine était perçue différemment à cette époque. Le concept de justice était impitoyable, et l'idée de miséricorde était loin du quotidien des gens. La torture et les exécutions faisaient partie intégrante du tissu social, renforçant le contrôle de l'État et de l'Église sur la vie des citoyens. Les autorités considéraient ces pratiques comme nécessaires pour maintenir l'ordre, sans tenir compte des aspects éthiques ou moraux des souffrances infligées. La brutalité du système judiciaire médiéval commença à être remise en question à la fin de la période médiévale, lorsque des penseurs et des réformateurs sociaux commencèrent à prôner des pratiques plus humaines. Cependant, avant que ces changements ne soient mis en œuvre, la torture et les exécutions restaient une partie intégrante de l'expérience carcérale. L'héritage de ces pratiques continue de constituer une part sombre de l'histoire, reflétant non seulement la brutalité de la justice de l'époque, mais aussi le mépris pour la vie humaine.
Avec le temps, le concept de réhabilitation a commencé à émerger, remettant en question les normes établies des prisons médiévales. Des philosophes et des réformateurs sociaux ont commencé à critiquer la brutalité des pratiques pénales, arguant que la punition ne devait pas être le seul objectif du système carcéral. Cette nouvelle pensée défendait l'idée selon laquelle les prisonniers pouvaient être réhabilités et que l'incarcération pouvait servir de tremplin à une réforme personnelle. Ce changement de perspective a jeté les bases pour le développement de systèmes pénitentiaires plus humains et plus efficaces. Cependant, la transition du modèle de punition à celui de réhabilitation ne fut pas facile. Nombre d'institutions existantes ont résisté au changement, préférant conserver des méthodes utilisées depuis des siècles. L'idée que les criminels pouvaient changer et se réinsérer dans la société était une notion révolutionnaire qui remettait en cause la vision traditionnelle de la criminalité. De plus, le manque de ressources et de volonté politique pour mettre en œuvre des réformes significatives a freiné la transition. Néanmoins, la pression pour des changements sociaux et politiques a commencé à prendre de l'ampleur, préparant le terrain pour de futures réformes. Les nouveaux idéaux de réhabilitation ont également influencé le traitement des prisonniers, entraînant une amélioration des conditions de vie à l'intérieur des prisons. L'introduction de programmes éducatifs et de travail a commencé à être perçue comme un moyen de promouvoir la réinsertion sociale des détenus. L'idée que l'éducation et la formation pouvaient aider à réduire la récidive a progressivement pris de l'ampleur, conduisant à la mise en place de programmes visant à former les prisonniers. Bien que ces programmes fussent encore rudimentaires comparés aux standards modernes, ils représentaient un pas significatif vers un système plus juste et plus humain. Bien que les changements aient été lents, l'évolution des mentalités sur l'incarcération et la justice a commencé à transformer la perception publique des prisons. La reconnaissance de la dignité humaine, même parmi ceux ayant commis des crimes, a progressivement imprégné le discours social. Ce changement de paradigme a non seulement eu un impact sur les prisons, mais aussi sur la manière dont la société percevait la criminalité et les criminels, semant les graines d'un futur où réhabilitation et réinsertion deviendraient des piliers du système de justice. Les conditions de vie dans les prisons médiévales avaient un impact dévastateur sur la santé mentale des prisonniers. L'isolement, l'absence de stimulation et les traitements brutaux contribuaient au développement de nombreux problèmes psychologiques. De nombreux détenus vivaient dans un état constant d'anxiété et de peur, et l'incertitude concernant leur avenir menait fréquemment à une dépression profonde. La vie en prison n'épuisait pas seulement la force physique des détenus, mais aussi leur résilience mentale, laissant des cicatrices émotionnelles qui pouvaient durer toute une vie. Les effets de la torture et des abus étaient visibles chez de nombreux prisonniers, qui présentaient souvent des signes de traumatisme psychologique. L'impact de la violence et de l'oppression pouvait conduire au développement de troubles mentaux tels que le trouble de stress post-traumatique, TSPT, et la dépression. De nombreux détenus devenaient incapables de se réinsérer dans la société après leur libération, en raison de la difficulté à surmonter leurs expériences traumatisantes. La stigmatisation des anciens détenus aggravait encore la situation, créant des obstacles à leur rétablissement et à leur réintégration sociale. L'impact de la vie carcérale ne se limitait pas aux individus, il s'étendait également à leurs familles. Les enfants et les conjoints des prisonniers faisaient souvent face à la stigmatisation sociale et à la marginalisation, devenant des victimes indirectes des conditions inhumaines du système carcéral. La séparation forcée et les cicatrices émotionnelles laissées par l'emprisonnement affectaient la dynamique familiale, créant des liens brisés et des traumatismes intergénérationnels. La douleur émotionnelle et le désespoir se répandaient au-delà des murs de la prison, touchant toute la communauté. Avec le temps, la reconnaissance de l'importance de la santé mentale dans le contexte carcéral a commencé à prendre de l'ampleur. L'idée selon laquelle la réhabilitation devait inclure des soins psychologiques a été défendue par des réformateurs et des défenseurs des droits de l'homme. Ce changement de perspective a ouvert la voie à la mise en place de programmes de santé mentale en prison, offrant un soutien aux détenus luttant contre les effets dévastateurs de la vie carcérale. La reconnaissance du fait que la santé mentale est tout aussi essentielle que la santé physique représente une avancée significative vers un système de justice plus humain et compatissant. L'évolution du système judiciaire au cours du Moyen Âge a été le reflet des changements sociaux, politiques et culturels de l'époque. Les pratiques pénales ont commencé à être remises en question, et une nouvelle conscience de la justice a émergé. Le mécontentement croissant face à la brutalité des prisons et aux punitions sévères a suscité un appel aux réformes. Des penseurs, des philosophes et des leaders sociaux ont commencé à discuter de l'importance d'un système qui priorisait la justice, la réhabilitation et la protection des droits de l'homme. L'introduction de nouvelles lois et de nouveaux procédés judiciaires a commencé à façonner la manière dont les crimes étaient traités.
Le développement des tribunaux et la formalisation des procédures judiciaires ont offert un espace où les prisonniers pouvaient s'exprimer et présenter leur défense dans un cadre plus structuré. Ce changement représentait non seulement un pas vers une justice plus équitable, mais remettait également en question l'idée que la punition devait être la seule réponse à la criminalité. Cependant, la transition vers un système judiciaire plus juste n'a pas été linéaire. La corruption et l'influence politique continuaient de prévaloir, et beaucoup faisaient encore face à des procès injustes. La lutte pour un système judiciaire plus transparent et impartial a persisté, avec un rôle crucial joué par les défenseurs des droits de l'homme dans la promotion des réformes. L'activisme social a commencé à se renforcer, et des mouvements prônant la réforme des prisons et la protection des droits des prisonniers ont commencé à gagner en influence. Ces changements ont été accompagnés d'une transformation de la perception publique de la criminalité. Les gens ont commencé à comprendre que de nombreux crimes étaient le résultat de conditions sociales, économiques et psychologiques, et non simplement d'un choix moral. Cette nouvelle vision de la criminalité a remis en question le stigmate associé aux prisonniers et a ouvert la voie à un discours plus empathique sur la justice et la réhabilitation. Le système judiciaire, autrefois centré sur la punition, a commencé à évoluer vers un modèle qui reconnaissait la dignité humaine et la nécessité de réformes significatives. Jusqu'où pensez-vous que les prisons devraient être considérées comme des outils de punition plutôt que comme des espaces de réhabilitation? Laissez votre avis dans les commentaires. À mesure que nous entrons dans le XXIe siècle, le débat sur le système pénitentiaire continue d'évoluer. Le défi d'équilibrer la sécurité publique avec la dignité humaine demeure au cœur des discussions sur la réforme pénitentiaire. Bien que de nombreux pays aient progressé vers des systèmes plus humains, la réalité des prisons révèle encore une profonde crise. La surpopulation, le traitement inhumain et la marginalisation des prisonniers restent des enjeux pressants qui exigent attention et action. La prise de conscience croissante de la nécessité de réformes gagne en force dans le monde entier. Des mouvements sociaux, des défenseurs des droits de l'homme et des activistes travaillent sans relâche pour promouvoir des changements significatifs, plaidant pour des politiques qui priorisent la réhabilitation, la prévention de la criminalité et la protection des droits des prisonniers. L'idée que les prisons devraient être un espace de réforme et non seulement de punition a gagné une acceptation croissante, soutenue par la reconnaissance que de nombreux prisonniers proviennent de contextes sociaux et économiques difficiles. De plus, la révolution technologique et les innovations dans le domaine de la justice pénale offrent de nouvelles opportunités pour la réforme. L'utilisation de programmes de déviation, de justice restaurative et d'alternatives à l'incarcération a montré des résultats prometteurs dans la réduction de la récidive criminelle et la promotion de la réinsertion sociale. Ces nouveaux paradigmes remettent en question la vision traditionnelle de la punition, promouvant l'idée que la prévention et la réhabilitation peuvent être plus efficaces que la simple incarcération. L'avenir des prisons dépendra en fin de compte de la capacité de la société à reconnaître la dignité humaine chez tous ses membres, indépendamment de leurs erreurs. La lutte pour un système de justice plus juste et humain se poursuit, et le succès de cette lutte sera mesuré par la capacité à transformer la vie des prisonniers et de leur communauté. À mesure que nous avançons, il est essentiel de continuer à remettre en question et à défier les structures qui perpétuent l'injustice et l'inégalité, en recherchant un système qui reflète véritablement les valeurs de compassion et de justice. Il existe de nombreuses histoires sombres et intrigantes sur le passé. Si vous voulez en savoir plus, cliquez sur la vidéo qui apparaît à votre écran. Abonnez-vous à la chaîne pour rester informé de tout. Merci d'avoir regardé. À bientôt.